Bonjour à tous. Alors avec Stéphane, nous allons vous dévoiler aujourd'hui quelques insights de notre étude Beauty Influence. Vous l'aurez donc deviné, il s'agit d'une étude qui porte sur l'influence dans le secteur de la beauté. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour une présentation plus complète de cette ressource. Alors, nous sommes partis d'un constat aujourd'hui, c'est que le marché de la beauté est un marché extrêmement complexe, avec beaucoup de mutations et notamment un écosystème d'influence qui se complexifie. Alors, nous avons cherché donc à investiguer un petit peu plus ces nouvelles stratégies d'influence pour accompagner les marques beauté que nous accompagnons chez Prisma Media Solutions au quotidien. En termes de méthodologie, rapidement, nous avons travaillé avec deux acteurs. Un premier volet avec le cabinet de tendance référent Nelly Rodi, qui nous a accompagnés sur une démarche Market Intelligence pour mieux comprendre finalement le contexte de ce marché de la beauté aujourd'hui et notamment les nouvelles attentes des consommateurs. Et ensuite, un deuxième volet avec l'Institut d'études Illigo. Nous avons donc mené un protocole assez original, assez holistique, en 3 volets. Influence Stories, en fait, nous avons interviewé des acteurs de l'influence, marques, influenceurs et journalistes, pour finalement mieux comprendre leur perception de l'influence. Je profite d'ailleurs pour remercier les marques qui ont accepté d'être interviewées. On a certains qui étaient dans la salle tout à l'heure. Troisième volet, une enquête qualitative avec une démarche assez originale. Nous avons donc mené une auto-ethnographie avec des consommatrices qui, pendant plusieurs semaines, finalement filmaient avec leur téléphone portable les moments d'influence et les leviers d'influence qu'elles percevaient en matière de beauté. Et enfin, pour quantifier tous ces leviers d'influence, une enquête online quantitative auprès de 1000 femmes de 18 à 64 ans. Alors, le contexte aujourd'hui pour le secteur de la beauté, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un nouveau paradigme avec des consommateurs qui sont de plus en plus experts, exigeants, voire méfiants. Et finalement, les marques aujourd'hui sont confrontées à ce nouveau pouvoir des consommateurs. On a aujourd'hui davantage d'horizontalité finalement dans la relation entre marques et consommateurs. Alors ces consommateurs, ils attendent quoi ? Ils attendent plus d'efficacité, mais aussi une démarche un petit peu plus holistique avec finalement du bien-être. Ils attendent également plus de transparence, plus de sens, hein, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup ce matin, et également plus d'expérience. Donc finalement, toutes ces attentes des consommateurs vont pousser les marques beauté aujourd'hui à finalement renouveler leur stratégie de communication, à mettre en place une conversation avec leurs consommateurs et finalement à redéfinir leur stratégie d'influence. Alors, un des premiers enseignements de l'étude, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, on en a beaucoup entendu parler ce matin, d'influenceurs digitaux. Finalement, ces consommatrices que nous avons interrogées, ce qu'elles nous disent, c'est que pour elles, les influenceurs digitaux sont des émetteurs d'influence, mais finalement pour seulement 49% d'entre elles. Et les marques restent le premier émetteur d'influence pour 87% d'entre elles. Alors ces marques, on l'a vu, elles sont bien évidemment challengées, mais elles restent néanmoins crédibles. Deuxième émetteur d'influence identifié par ces femmes, les médias féminins pour 2/3 d'entre elles. Ce qui finalement n'est pas très surprenant quand on sait que les médias féminins sont des producteurs importants de contenu sur le secteur de la beauté et qu'ils nourrissent au quotidien leur communauté sur leur passion.
Et justement, côté marque média, ce qui est intéressant, c'est le rôle du journaliste. Parce qu'on a coutume de dire justement que le journaliste est le premier influenceur, et c'est vrai, il faut le rappeler. Maintenant, l'influence du journaliste telle qu'elle est perçue n'est pas une influence qui est directive et uniquement à sens unique. C'est une influence qui s'inscrit vraiment dans un dialogue permanent, parce que les journalistes sont vraiment au contact des communautés, en fait, au contact de la réalité sociétale et collective. Et c'est un point vraiment crucial, parce qu'on entend effectivement beaucoup parler des influenceurs digitaux qui sont capables d'avoir un impact direct sur les publics, mais les influenceurs digitaux, eux aussi, s'inscrivent dans une réalité beaucoup plus large qui les englobe. Et finalement, ce qu'on peut retenir en termes d'influence, c'est vraiment que l'influence, c'est un processus qui est systémique, parce que donc les influenceurs digitaux, les marques médias, les marques annonceurs aussi, les pairs, les canaux relationnels sont autant de points de contact qui, mis bout à bout, permettent d'activer le processus d'influence et de le rendre encore plus efficace. Donc, et on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe vraiment quand on fait un focus sur la relation entre journaliste et influenceur. On peut aussi considérer qu'ils fonctionnent comme un couple et qui se produit aussi des effets particuliers quand on les active ensemble. Alors Stéphane parlait de processus, effectivement, c'est un processus dans lequel influenceurs et médias vont s'inscrire en complémentarité. Finalement, au-delà de l'influence finalement primaire que chacun exerce sur sa propre communauté, médias et influenceurs vont s'offrir une caisse de résonance mutuelle en relayant leur contenu de façon réciproque. Et finalement, ils s'inscrivent donc aux yeux des consommatrices dans une complémentarité dans le processus d'influence. Je n'ai plus le retour. Alors, deuxième insight de l'étude, l'influence n'est pas que quantitative. Alors, effectivement, si la notion de nombre de followers est souvent utilisée pour catégoriser les influenceurs, de façon assez classique entre nano, micro et macro influenceurs. Aujourd'hui, ce concept quantitatif, il est bien évidemment challengé par les nombreuses polémiques, les fake comptes, fake followers. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, Instagram annonçait qu'il allait lancer la chasse aux fake comptes et fake followers. Donc finalement, aujourd'hui, en tout cas, ce que les consommatrices beauté nous ont dit, c'est qu'elles accordent davantage d'authenticité et de confiance aux influenceurs qui ont une communauté relativement réduite. Ces nano et micro-influenceurs permettent de générer davantage d'engagement finalement parce qu'ils répondent à ces attentes des consommateurs de davantage de transparence, de sens, de proximité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les consommatrices elles sont aussi un petit peu perdues face finalement à l'omniprésence des collaborations entre marques et macro-influenceurs qui souvent se transforment un petit peu en homme sandwich. Dernier insight de l'étude, l'influence digitale concerne toutes les cibles. Et désolé de vous décevoir, ça ne concerne donc pas que les millennials. Alors certes, l'intérêt pour les influenceurs beauté sur les réseaux sociaux et l'utilisation des plateformes sociales pour s'informer en matière de beauté diminue avec l'âge. On a en général, en tout cas dans l'étude, on a observé vraiment un gap autour de 35 ans. Mais pour autant, 48% des femmes de 35 à 49 ans nous disent consulter des contenus des influenceurs. Alors ces femmes, elles ont juste finalement une pratique des influenceurs extrêmement différente. Elles ne sont pas forcément abonnées ou followers, mais finalement elles consultent ces contenus pour trouver l'inspiration, sans pour autant se laisser dicter des tendances qui ne leur correspondent pas, parce que finalement, elles savent assez bien ce qui leur convient. Donc finalement, ces femmes, elles vont utiliser les influenceurs comme un point de contact parmi d'autres, donc au sein d'un écosystème d'influence plus global. Alors, petit best case pour vous expliquer un dispositif qu'on a mis en place chez Prisma Media Solutions pour le soin anti-âge Lancôme Advanced Génifique. Donc, on a utilisé finalement une triple caution.
Une première caution de la caution des pairs, caution de 100 testeuses, nano-influenceuses, qui ont testé le produit et généré des avis, les fameux reviews chers aux marques. La caution des influenceuses finalement qui ont incarné la marque et l'utilisation du produit, et enfin la caution de journalistes experts de gala qui ont apporté de la crédibilité à la marque. Et finalement ce dispositif assez vertueux, cette triple caution assez forte et complémentaire, associée à de la médiatisation et de la viralisation, finalement a fait le succès de cette opération, bien au-delà finalement des simples KPIs influenceurs, puisqu'il faut aussi bien évidemment tenir compte de tout ce que ça a pu générer en termes de SEO et de visibilité pour la marque. Alors, ce cas Lancôme donc, nous montre que la création d'un système d'influence peut être efficace. Maintenant, on a souvent tendance à penser que la définition d'un bon message ou d'un bon contenu suffise à activer le processus d'influence. Selon nous, le vrai point de départ en fait, de l'influence, c'est la compréhension de la communauté, du groupe. Et finalement, on parle beaucoup des communautés cette année, et plus on en parle, plus on a du mal à définir ce que c'est qu'une communauté. Parce que la communauté peut naître voilà, du groupe, de l'intérêt, de la proximité géographique ou de la culture. Donc on s'est penché donc, sur une définition qui nous vient de la psychologie sociale. Et donc Kurt Lewin, qui est le père fondateur de la psychologie sociale, nous dit que finalement l'essence du groupe, alors c'est valable pour des communautés de toute taille, des communautés très précises, mais aussi pourquoi pas des communautés plus nationales. Donc l'essence du groupe n'est pas le fait que les membres du groupe soient similaires ou pas, mais c'est la relation d'interdépendance qui existe entre les membres du groupe. Et finalement, si on applique ce raisonnement et cette définition-là, notre travail de marque média ou de marque annonceur, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas nécessairement qu'on cible des communautés, mais qu'on fasse soi-même partie des communautés, qu'on rejoigne en fait, les communautés, qu'on en devienne vraiment des membres à part entière. Donc les influenceurs digitaux fonctionnent de cette manière parce qu'ils font partie des communautés à qui ils s'adressent et pour lesquelles ils produisent du contenu, et les médias aussi fonctionnent de cette manière. Un exemple qu'on connaît bien est la marque Femme Actuelle. Donc c'est une marque de chez nous qui aujourd'hui touche une femme française sur 2. Et la rédaction en chef de Femme Actuelle passe par exemple énormément de temps sur le terrain auprès des femmes, à Paris mais également en province, pour vraiment comprendre les attentes et les aspirations des femmes françaises et rester au contact de ces publics. Et la rédaction va par exemple constater que la combinaison d'événements sociétaux et politiques avait une influence en fait sur la culture féminine française bien plus que le rôle de certaines influenceuses et des influenceuses en général. Donc en partant de ces constats, la marque fait constamment évoluer son rapport au public et reste vraiment en phase avec les aspirations voilà, des communautés, en fait de la communauté féminine. Donc maintenant qu'on a posé toutes ces bases et ces insights, en fait chez Prisma Media on a également requalifié l'influence et on parle aujourd'hui d'influence positive. Pourquoi ? Parce qu'on fait par exemple la différence entre influence et réaction. On peut très bien générer des réactions sans nécessairement influencer le comportement ou la perception des audiences ou des consommateurs. Et quand bien même on aurait une influence en fait sur ces consommateurs ou ces communautés, elle pourrait ne pas être positive. Donc là on fait également la différence entre manipulation et influence. La manipulation peut s'appuyer sur les fake news, des biais cognitifs, des émotions négatives comme la colère ou la peur. Et en tant que marque média, c'est important de donner un cadre éthique à l'influence qu'on exerce en fait sur nos communautés. Donc finalement, on a identifié 3 piliers de l'influence positive. Donc le premier pilier, c'est bien évidemment la crédibilité de la source et du message en fait qui est émis. Donc là, on est vraiment totalement raccord avec le fait d'être validé par le groupe auquel on s'adresse. Et finalement, être crédible, c'est une démarche qui doit s'inscrire dans le temps et surtout qui ne s'arrête absolument jamais. Deuxième pilier, donc c'est évidemment la qualité du contenu du message, mais également de la relation. Donc c'est très important d'avoir un contenu de relation qui soit également positif. Donc l'intention de la relation, le rythme de la relation, la qualité de la relation doivent être des choses à prendre en compte systématiquement. Et enfin, la cohérence, donc qui doit s'exercer sur l'ensemble des points de contact. On l'a vu, l'influence c'est quelque chose de systémique, mais également à tous les moments. Et finalement, la cohérence, c'est également le fait de tenir compte de ces 3 paramètres de manière
manière indissociable. En fait, on ne peut pas, par exemple, être crédible sans être cohérent. On ne peut pas être cohérent sans contenu. Donc, on doit vraiment faire fonctionner ces trois notions de manière totalement simultanée. Alors, les innovations qui comportent au sein de la régie tiennent bien évidemment compte de cette notion d'influence positive. Et la dernière innovation en fait, qu'on a lancée au sein de la régie, donc c'est Influsion. Je vais aller très très vite parce que je vois les secondes défiler. Donc Influsion, c'est une plateforme de marketing d'influence adossée à un grand groupe média qui repose donc sur une sélection de micro-influenceurs. Donc en quelque sorte, Prisma Media valide en fait les influenceurs qui sont présents sur la plateforme. C'est une manière de gérer la crédibilité de la source. Deuxième pilier, donc c'est le recours à une technologie propriétaire qui nous permet de faire matcher les profils des influenceurs en fonction des briefs qui sont transmis par les annonceurs et d'avoir des bilans automatisés et en temps réel des campagnes. Et enfin, le rayonnement d'un groupe média parce que en utilisant donc les contenus produits par les influenceurs et en les faisant rayonner dans l'ensemble de notre écosystème média, on permet donc de faire durer les messages dans le temps. Donc on a une façon de faire d'avoir des messages beaucoup plus pérennes et beaucoup plus efficaces et performants. Voilà, donc je vous remercie. Merci de votre attention. J'espère que vous avez retenu des choses intéressantes.